Les Jolimago. I've got a micro in my pocket. Ça marche là. Pas terrible, c'est pas terrible. Donc merci à tous ceux qui ont permis que cette aventure des Jolimago démarre en 2013. Et merci à tous ceux qui permettent que ça continue. Voilà, les remerciements sont globaux. C'était juste un petit test pour voir si vous suiviez. Et donc, mais voilà, ils sont sincères. Voilà, c'est fait. Et merci bien sûr à ceux qui sont depuis le début à mes côtés, fidèles et toujours aussi drôles, Marc Villard et Jean-Bernard Puy, sans qui cela n'aurait jamais pu se faire. Même moi, sans moi. Et merci à nos deux participants de la nouvelle heure qui sont là. Ils se sont mis un petit peu au fond. Je crois qu'ils ont été repoussés par quand même Canal Historique est là. Et les petits nouveaux sont en bout de table. Yvon Coquille et Hervé Eléouette. Je voulais dire que cette fois-ci, vous allez voir encore, nous avons réuni un bel aréopage. Aréopage le soir, c'est quoi? C'est aérophagie. Alors, le thème du festival, cette année, vous savez, c'est partir. Et c'est également le fil rouge que nous avons pris pour cette session. Partir en voyage, partir en vacances, voire partir à la dérive, en essayant que ça ne parte pas en pas pilotable, capilotable. Alors, vous savez, on attend, on part, on revient. Le flux, le reflux, comme disait De Vos, ça me fait marrer. Si. Peut-être qu'il sera aussi question d'amour, parce que c'est bien connu. Ça s'en va et ça revient. Toujours la réopage. Voilà. Alors. Ça sort, ça ressort. C'est l'asticot qui fait le tour. On dit que c'est vraiment magnifique. Non mais j'ai chanté tout à l'heure. C'était pour se mettre en voie, Jean-Bernard Puy. Alors, vous avez donc au bout de la table, à ma gauche, Yvon Coquille, que vous connaissez déjà ici au Goéland Masqué, puisqu'il a été un des prix du premier roman du Goéland Masqué. Je ne suis pas gagné. Je me souviens plus en quelle année c'était, Yvon. 2008, je crois. 2008. Bon, depuis, tu es devenu un habitué du festival. Enfin, tu es venu quelques fois, donc tu as publié, tu me corrigeras si je me trompe, mais en particulier, tu as publié un recueil Métal amer aux éditions Sixto. Et puis là, récemment, tu as été invité par Marc Villard à rejoindre, voilà, à rejoindre sa collection Inuit Polaroid avec Liste Noire. C'est dire que tu as vraiment toute ta place ici, entre camarades, entre gens de... Et quelqu'un qui est moins connu de notre milieu du noir, c'est Hervé Eléouette, avec qui déjà on a eu le plaisir de faire une session de Jolimago à Brest. Je crois que c'était en janvier 2018. Avec Hervé, on s'est rencontrés il y a un peu plus longtemps que ça. À Brest, il y a une animation dans la médiathèque de Brest-Saint-Marc qui s'appelle Des coups de pique dans la tête. Et j'avais eu la chance d'animer cette première session. C'est comme ça que j'avais fait la connaissance d'Hervé. Depuis, je sais un peu plus sur lui. Donc, tu animes des ateliers d'écriture. Tu fais aussi le poète public. Comme il le dit si joliment, il est poète à 16 heures. Rendez-vous donné, donc. Oui, c'est ça. J'écris des poèmes pour les gens avec une vieille machine à écrire, quelquefois dans la rue ou dans des manifestations. Voilà. Ça coûte 2 € et supplément alexandrin 50 centimes. Tu es membre fondateur d'une jolie association qui s'appelle Compter les girafes. Compter les girafes est une association brestoise qui organise tous les ans un concours de poésie sur tickets usagés, tickets de cinéma, de bus, de caisse. Et les lauréats remportent un petit quart, c'est l'Oscar du ticket. C'est un ticket d'honneur collé sur un crayon, fiché dans une gomme. Et on a entre 800 et 1000 poèmes tous les printemps et on s'amuse bien. Bon. Est-ce que ça vous ira en guise de présentation? Oui.
Alors, dans notre troisième session de Jolimago, dont je rappelle pour tous ici, et surtout pour faire plaisir à Jean-Bernard Puy, que Jolimago, ça veut dire jeu olympien, littéraire masqué du goéland. Bon, c'est parti. On va commencer par le rite de passage pour les bisous. Vous savez tous, c'est l'Albatros de Baudelaire. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui aimerait le déclamer ex abrupto? Non, pas de volontaire. Le public est un peu froid pour l'instant. Bon, bah écoute. Alors, vous savez que ce poème de 1857 appartient à la section Spleen et idéal du recueil de poèmes Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Il comporte 4 quatrains en alexandrin à rimes croisées, alternativement féminine et masculine. Et donc ce qu'on demande à tous nos participants au jeu littéraire, c'est quand même pas rien, c'est un exercice de style à partir de cet albatros. Faut-il que je vous le remette en mémoire? Si vous voulez bien. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, lui n'a guère aussi beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mue en boitant, l'infirme qui volait. Pour ceux qui auraient un peu tiqué sur ma prononciation de vol, j'ai fait exprès de faire vol pour faire brûle-gueule, ou alors j'aurais pu faire veule et faire brûle-gueule. Je continue. Le poète, loin de moi l'idée de critiquer Charles Baudelaire, bien sûr, dans sa rime. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, Yvon, si tu veux bien commencer, je t'avais demandé de faire la version Rade de Brest, ou la version Rade de Brest avec un S, je t'avais dit que tu voyais, et en fait tu as vu un peu autrement, je crois, parce que de ta première visite à Pinmar, tu étais reparti avec une idée un peu comme ça du festival du goéland masqué, je crois que c'est ce que tu vas nous dire. C'est ça, c'est ça. Je fais jamais ce qu'on me demande, donc c'était normal. Alors au lieu de l'appeler l'albatros, j'ai réservé, enfin j'ai gardé les mêmes rimes et la même métrique et puis tout ça. Et par contre je l'appelle l'algatros. Je vais vous dire, vous ne verrez pas. Souvent pour travailler, les cantonniers en rage prennent des algatros déchets poisseux et verts, sous le regard méprisant des goélands de passage qui survolent Pinmar, poussant leurs cris amers. L'employé communal se retrousse les manches. Il attaque l'ouvrage, mais les goélands nombreux font un si grand vacarme que le pauvre homme flanche et s'en va s'abriter confus et malheureux. Ce voyageur ailé comme il est fort en gueule, et qui se fout de tout, même des marées vertes, pourtant quelques auteurs de polar pas bégueules font la cour au goéland, le pleure s'il déserte. Le polar 2 est tel que le goël détesté, il boit, gueule et reboit et finit par troubler notre pauvre employé que, vous le devinez, le zèle des goélands empêche de marner. Et alors, Yvon, maintenant que tu es devenu un habitué de notre festival, tu maintiens ta version. Une fois, c'est un habitué déjà. Oui, oui. Et pour enchaîner, Hervé, tu lui demandais, dans la mesure où il n'était pas dans le domaine du roman noir, et que je savais qu'il a un nombre de cordes infini à son arc, j'ai osé lui demander de nous faire un albatros à la manière de la comtesse de Ségur. Ça t'a plu, Hervé? Oui, ça m'a intéressé toujours. Donc, à la manière de la comtesse de Ségur, le titre du poème change. Il ne s'intitule plus l'Albatros, il s'intitule Le Martinet. Le Martinet. À ma petite fille Madeleine, ce poème où le plus méchant petit auteur qui soit est ramené en quelques vers à de meilleurs sentiments grâce à la vertu chrétienne qui est la plus belle et la plus efficace de toutes les poésies, ta grand-mère, comtesse de Ségur, née Rostopchine. Charles, jeune garçon d'un naturel sauvage, jouait de vilains tours et composait des vers. Ce méchant garnement savait bien mettre en rage tous ceux qui l'entouraient par ses actes pervers.
On le battait souvent, il prenait des revanches, écrivant des quatrains et des sonnets affreux. Sa tutrice disait, en retroussant ses manches, qu'il planait dans l'azur comme le corbeau freux. Plus elle le frappait, plus il devenait veule. Cet oiseau de malheur avait le cuir épais. Pourtant, Jésus l'a dit, c'est la bonté qui meule d'un caractère abrupt les plus méchants aspects. Sa tutrice mourut, il n'eut plus de fessée. L'oiseau, comme on l'aima, tomba sur le plancher. Avant que la douceur ne les ait rabotés, ses ailes de géant l'empêchaient de marcher. Oui, non, bah, c'est sûr. Allez, on va poursuivre l'exercice de monolexie. Alors, ce jeu, nous avons entraîné en janvier 2018 à Brest, avec justement JB et Hervé. Il y avait également Paul Fournel et Hervé Letellier. Il a été inventé, donc cet exercice de monolexie, par une camarade d'atelier d'écriture qui s'appelle Dominique Vallée. J'en profite pour la remercier. Au départ, il y a un dictionnaire qui a été mis à disposition des internautes par un chercheur américain qui s'appelle Tim Lomas et qui a écrit, excuse my French, The Positive Lexicography Project. Et il s'intéresse, vous pouvez trouver ça sur Internet si vous voulez, il y a aussi un article du Monde qui en parle. Cet homme s'intéresse, ce chercheur s'intéresse aux particularités d'une langue dans une civilisation donnée. C'est l'idée que certains mots n'existeraient que dans une seule langue, ou en tout cas qu'il n'y aurait pas d'équivalent en français. Donc ce sont des mots zarbi qui expriment parfois à eux seuls une séquence d'actions ou un sentiment complexe. Et comme je ne recule devant rien, j'ai créé pour l'occasion le néologisme de monolexie. Voilà, et de monolexème. Vous avez sûrement tous entendu dire que le mot de l'année en ce moment c'est, jusqu'à présent, le flitscam, qui est un mot suédois qui a été promu pour mettre la honte à ceux qui prennent l'avion, une sorte de bashing qui est fait sur les réseaux sociaux pour faire prendre bien conscience à tout le monde des soucis de la planète, des soucis écologiques. Plus près de nous en breton, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire de Tim Lomas, donc j'ai trouvé ça dans une étude américaine très très sérieuse. Plus près de nous en breton, il y a le mot startigène, qu'on pourrait traduire comme... Enfin, un coup de startigène, c'est comme un coup de quick start sur la moto, c'est donner un coup de démarreur, mais ça, c'est dans la connotation spirituelle, on va dire, c'est comme une boisson énergétique pour l'âme. Et ce qui est assez amusant, c'est donc j'avais déjà préparé ce truc-là, et hier, pendant le repas à la salle Cap Caval au Bel Masqué, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a eu des jolies scènes de table, et j'ai trouvé une citation de Père Jacques Elias, qui parle du startigène. Je me dis, la coïncidence est trop belle, je vous en fais part. Les Likoutins ont toujours été des intimistes impénitents, jusqu'au sein des plus éprouvantes catastrophes. Et ce qui nous a permis de l'être en arguant le destin, c'est cette vertu particulière que nous appelons startigène, une énergie, une résistance au coup du sort, qui se double d'une alacrité à la fois physique et morale assez proche, parfois, de la fureur de vivre. Ni roi ni prince, seulement bigoudin. Bon, allez, un bon coup de startigène, et on y va. On va commencer, Marc. Je t'ai attribué, ainsi qu'à Yvon, donc, je t'ai attribué 3 mots. Donc, toi, tu connais le sens. JB ne triche pas. Par contre, tu es le seul, avec moi, bien sûr, à en connaître le sens. Et je t'ai demandé, donc, de tenter de faire deviner le sens de ce mot à tes camarades et bien sûr à vous, cher public. Alors, je dis... Dans le micro, tu dis. Oui, oui. Je dis chaque phrase pour chaque mot et après la... Non, tu dis la phrase. Après, on essaie de comprendre Oui. la définition, on essaie de deviner le sens du mot. D'accord? Oui, c'est très simple en fait. Comme vous Alors, le premier mot que je t'ai donné, Marc, était un verbe, to elope, qui est un verbe anglais intransitif. Alors, j'avais dit à Marc, bon, c'est sûr que c'est pas facile de s'approprier un mot, un verbe anglais, donc si tu veux, tu le considères comme invariable dans ton texte. S'agissant d'un mot anglais, vous aurez droit à une phrase
en anglais dans le texte. Ça va comme ça? Les copains entendent bien ma sono, bordel? Tu vois, t'es content là? Now, with my new Kawasaki, I can help with my dog Trumpet for the beautiful beach of the Riviera coast. I can repeat. Now, sans accent. Now, with my new Kawasaki, I can help with my dog Trumpet for the beautiful beach of the Riviera coast. Good. On a bah, compris c'est- qu'il y en a deux qui se barrent. Hein? On a compris qu'il y en a deux qui se barrent, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Seule avec sa Kawasaki, avec sa voiture. Ah bon? Il vaut mieux qu'on prenne Qu'est-ce que tu dis? Moi, on m'entend. Hein? Oui, ça c'est un peu sourd. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Il faut... Ils doivent deviner le son de to elope. Elope. Vous avez compris? Que veut dire to elope alors? Ah, moi j'avais compris que c'était deux à être partis, mais vous avez compris qu'il n'y en avait qu'un avec la Kawasaki C'est la New Kawasaki. et trompette alors tout ça. Pas de trompette. Oui, c'est un chien, My Dog Trump. Ah, C'est un dérivé de Trump. Trompette. donc il y a quelqu'un qui est parti avec sa Kawasaki et son trompette. Mr. Dog. Jusqu'à la Riviera. Bon. Est-ce qu'on a compris tout ce que ça veut dire? Elle a dit bagnodé. Ah, c'est pas mal déjà, c'est ça? Je me Marc? souviens plus de ce que ça veut dire, moi. En fait, ça veut dire se barrer pour se marier. Donc, Avec son chien, absolument. Pour se marier en bac d'eau. C'est pas mal, bagnodé. Tu le prends? Ouais, c'est bien, hein, c'est parfait. Anne a deviné. On est content. Vous aussi? Ça va? Alors, je donne Le deuxième mot. et je ne dis pas. Exactement. Et tu nous donnes une petite phrase de ton... Plus proche de nous. Rico m'avait Ah non, assuré... donne quand même le mot. Attends, je le prononce. Je sais pas, c'est mal compris. Tu m'excuses là. Le mot, c'est Ikswapok. C'est un nom commun en inuit. Ikswapok. Je suis pas sûre que ma prononciation soit parfaite. Excusez-moi. Inuit en un seul mot. I-N-U-I-T. Non, pas oui, Polaroid. Rico m'avait assuré la livraison. 800 grammes de colombienne à écouler dans la cité. J'étais là, carrément Ikswapok, quand j'ai entendu le résultat du match PSG-OL. Ça m'a scié à la base. Je n'ai aucune idée. Alors on propose ahuri. Ahuri, défoncé, euphorique, c'est pas mal, c'est Marc, hein? Non, Qu'est-ce que t'en penses? non, c'est pas ça. Ah bah, il y a un petit peu de ça quand même. Exalté. Je me souviens plus du... Alors, je vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais donner la définition que j'ai trouvée donc chez Tim Lomas. Anticipation heureuse de l'arrivée de quelqu'un, en même temps que l'action d'aller vérifier toutes les 2 minutes si cette personne est arrivée. Vous vous rendez compte, tout ça, l'Inuit est économe de mots, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, tu avais un troisième mot, Marc, c'était shibumi, Le dur shibumi. est dur, hein. en japonais. Le shibumi était total. Natsuko paradait dans sa petite robe blanche, Julien était vêtu en lin tabac, et le curé portait un costume Armani tout simple, avec poche plaquée. Je le sentais bien, ce mariage franco-nippon. Oui, dans mon arrondissement, il y a des curés qui portent des costumes Armani. Oui. Alors je le redis. Oui, Le shibumi était total. Natsuko, ça part, ça revient ce truc. ça paraît, ça revient, oui, c'est fait de tout petit rien. Je le redis. Le shibumi était total. Natsuko paradait dans sa petite robe blanche. Julien était vêtu en lin tabac et le curé portait un costume Armani tout simple avec poche plaquée. Je le sentais bien, ce mariage franco-nippon. Alors
Alors c'est vrai que moi qui connais la définition du mot, je vois que Marc a effectivement rendu toute la complexité de ce nom. Ouais, c'est dur. Ouais. Mais c'est extrêmement C'est bien subtil, travaillé. extrêmement subtil et discret, en plus comme Marc d'ailleurs. Très subtil. Ça peut l'être, mais c'est quelque chose de plus épuré, plus essentiel que ça, qui va plus à l'essence des choses. Ah, l'harmonie, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Enfin, Marc, je me Je me souviens souviens plus. plus des définitions. Alors, je vois. C'est un mot. Il y a d'autres hypothèses? Le suspense. Alors non, il n'y a pas de suspense. Au contraire, c'est beaucoup plus doux, plus étalé, plus La tranquille. sauce pour les pâtés impériaux. Ça a à voir. La sauce pour les pâtés impériales peut, à mon avis, alors peut-être que là je me hasarde un peu, mais je pense qu'on peut attribuer le shibumi à la sauce. Alors c'est un mot qui dit la beauté subtile et discrète des choses simples et épurées. C'est des simples et épurés, Et c'est ce qu'a fait Marc, exactement. Vous le connaissez, bien sûr, il n'a pas failli à la tâche. Ils étaient tous habillés avec Ah, une harmonie, des couleurs choisies, etc. Ah non, je pense que j'étais pas très loin. Ah, mais tu étais parfait, Marc, comme alors. Et je gagne quelque chose, moi je gagne quelque chose. Les applaudissements. Alors, d'abord Yvon, tu t'es après tu Ah, on lit les textes après à la fin. Hop. Ah bah ça Ah m'est égal. vas-y, fais-le maintenant si tu veux. Peut-être que, comme c'était quand même tellement complexe, j'ai demandé après à chacun, donc ça, Yvon, ce sera son tour après, de mettre ces mots dans un texte. C'était 3 mots dans un texte. Alors vas-y, tu as raison, Marc. Parce que voilà, on les a encore en tête, c'est tellement subtil qu'on risquerait de les perdre tout à l'heure, se mélanger avec toutes les langues, tout ça, vas-y. C'est un peu pour nous emmerder, quoi. C'est Kevin qui a eu l'idée, les Maldives. Juste après le braquage de la succursale du CIC, ces chiens de banquier. Pablo a monté le casse, se décidant pour un vendredi à 16h45, quand les larbins du capital se projettent déjà sur le week-end, avec le gueuleton chez Momo, le roi de la pizza Napoli, celle avec les anchois. Du coup, Pablo lui a demandé de faire ronfler la Renault devant la banque, prête à partir. Pour s'éloper avec Suzanne, il est prêt à tout, Pablo. Renier sa jeunesse, ses principes et tout le tralala. Et quand il sort de l'établissement bancaire, ça baigne au poil. Le fric, la calache, la caisse et Kevin au volant. On la récupère où déjà, dit Pablo? Devant le Super Auchan, à Villemomble. Allez, roule. 30 minutes plus tard, ils sont sur le parking du magasin qui cuit à feu doux. Pablo est dans le total Xorpoc, car la gamine n'est toujours pas arrivée. Il fume une palmale, se trémousse, sort regarder la voie qui mène à Paris, puis se décide. On va la récupérer chez ses vieux. Et les flics, dit Kevin. Mort au poulet. Dans la foulée, ils arrachent les jantes en direction de Montreuil. Pablo va sur ses 22 ans et Kevin a fêté ses 20 printemps. Ils sont jeunes, croient à l'argent et aux adolescentes qui baissent dans la cape du B4. À Montreuil, c'est l'angoisse totale jusqu'à Croix-de-Chavaux, quand brusquement, il repère Suzanne, assise sur sa valise, devant le portail du pavillon en meulière. Le shibumi frappe Pablo de plein fouet. Il jaillit de la caisse et, dans un ralenti doucereux, court jusqu'à la jeune fille qui porte une pâquerette dans les cheveux et un Glock à 9 coups dans son dos. Il la prend contre lui et chuchote. « J'ai cru que tu avais changé d'avis. » Alors, collée à son oreille, elle bredouille qu'elle a horreur des grandes surfaces. Merci, Marc. Alors, Yvan, j'essaie d'avoir attribué un mot qui est du malais, mais je ne connaissais pas la prononciation, je ne sais pas si tu l'as trouvé depuis. Non, Je vais me hasarder à dire pizza sapra. Très bien, donc tu Voilà, ça, ouais. on va dire ça comme ça, pizza sapra. Triche pas, JB. Oui, j'ai rien, moi, alors. Vas-y, essaye de nous faire deviner ça alors. Alors j'ai fait 3 petites définitions en fait. Pour Lio, cela durerait 2 minutes 23. Pour Andy Warhol, la gloire peut durer un quart d'heure et le Pisan Zapra, le temps d'illustrer une pochette du Velvet. Et dernière définition, dans tous les zoos du monde, on connaît le Pisan Zapra, sauf pour les singes au régime. Sauf pour les... Les singes au régime. Alors là, tout y est, moi qui connais le... Banana split. Ah. Ouais, il y a quelque Il y a, chose. il y a- Voilà. il
y a la banane, en tout cas c'est sûr. Vous avez remarqué, il a dit pour machin, ça prendrait, c'est ça? Pour, pour truc, on dit Warhol, enfin truc quoi, ça prendrait tant de temps. Et pour un singe, par contre, quick, c'est ça? Un singe au régime. Voilà. Et donc en fait ça veut dire... Donc ça veut dire le temps de manger une banane, c'est ça le temps que ça prend de manger une banane. Vous imaginez la mesure de temps, c'est marrant, hein? Non, Avec la peau, ça va. c'est pas possible. c'est laissé à l'imagination du glouton. Donc le mot suivant, issu d'une langue des Philippines qui est du tagalog, là j'avais la phonétique. Je vais le dire. Tagalog de la Redoute. La manufacture de Saint-Étienne. Ça se dit baliquas sans doute. Vas-y. Alors là j'ai fait 2 petits poèmes. Alors. Le diable se tracasse, si le ressort se casse, je suis dans la mélasse carfoin de Baliquas. Et l'autre, alors oui, bon, il semblait endormi au comptoir chez Cathy, quand un gars en peu de chauffe commanda un blanc casse. Aussitôt le kidam se dressa comme un lit, en nous gratifiant d'un superbe Baliquas. Sourire. Un sourire, oui. Sourire. Hurlement. La rime est belle, vous avez remarqué quand même, blancasse, baliquas. Alors moi je suis admirative. Oui, il y a un peu de ça, mais il y a un effet de surprise quand même. Étonnement. Cri d'étonnement. C'est ça, un peu. C'est le fait de se lever brutalement, par exemple, quand on est surpris ou effrayé. Voilà. Là, il est trouvé. Alors c'est marrant parce qu'en tchèque, j'ai trouvé un autre mot qui se dirait peut-être vibavnaut. Et alors c'est faire sursauter quelqu'un en criant ouh. Donc c'est l'inverse. Ils sont beaux, ces Tchèques. Ensuite, Yvan, tu avais un mot d'une langue éthiopienne qui est le boro, qui se dirait peut-être vunsra. D'accord. D'accord, alors j'ai fait aussi une suite de quand on se rate, donc quand Emmanuel Macron regarde des sondages, quand ta mère te dépose à la crèche pour la première fois, quand ton maître te lâche chez le veto et repart avec ton collier, quand ton conjoint prépare un voyage à Reno, quand l'abbé voit grandir ses scouts, on se rate. Tu peur des froids. Félicité. Non, on a une élection. Ah, c'est ça. Comment? Une malédiction. Attends, quand Ah oui, grandir ses scouts, oui, j'avais compris le contraire. Oui. Ah, ben d'accord. Et quand tu restes chez le vétérinaire, ton Oui. maître est parti avec le collier, c'est pas bon, hein. Je suis assez peu croyant, alors j'ai du mal. Ouais, ça sent pas bon en fait. Quoi. Ça sent pas bon du tout, c'est aimer pour la dernière fois, ou en tout cas avoir le sentiment que l'amour ne durera pas. Donc, voilà. Merci Yvon, alors les performances. Et donc, tu t'es aussi plié à mes exigences. Le texte, alors j'ai même donné un titre, hein, Monolex, Sedlex. Donc cette idée-là, Gisèle travaillait à l'économie bretonne durant ses vacances pour se faire un peu d'argent de poche. Robert passait en mobilette 10 fois par jour. Bien évidemment, elle l'avait remarqué, Madame Calvez, la patronne, également bien sûr. Aussi ne ratait-elle pas une occasion de se moquer de sa saisonnière, qui à chaque passage du motard levait la tête et interrompait son travail. Parfois, Robert faisait teinter la cloche de l'entrée et s'achetait un coca ou un chewing-gum en faisant des efforts surhumains pour ne pas croiser son regard. Au bout d'une quinzaine de jours de ce petit jeu, le jeune homme avait pris son courage à deux mains et avait fini par lâcher « Salut !» Mais Gisèle n'avait plus du répondre. Madame Calvez avait envoyé servir 2 tranches de jambon à une cliente pressée. Elle avait eu le temps de souffler qu'elle finissait à 7 heures avant de démarrer la trancheuse. Le soir venu, elle avait rentré les caisses de fruits et légumes du présentoir, passé le balai et le torlistri, pendant que Robert, juché sur sa moteur éteint, la regardait depuis le trottoir. Comme chaque soir, elle avait piqué une banane à 3 francs 20 kilos et claironné un à demain Madame Calvez, puis elle était sortie au soleil de juillet. Robert était avachi sur son engin, mais pisant de sa proie, il avait failli tomber d'un baliquois géant. À partir de là, tout alla vite. Elle laissa tomber l'école. Madame Calvez l'embaucha à mi-temps pour tenir le tout nouveau rayon charcuterie qui donnait à son établissement un faux air de supermarché et à Gisèle des rêves de meurtre de porc. Robert demanda sa main en janvier de l'année suivante. Le mariage se fait en septembre. Apéritif au Triskel, repas au chaudron d'argent, bal à la salle des fêtes, la totale. Le soir des noces, Robert était tellement saoul qu'il s'endormit aussitôt allongé.
Gisèle resta un moment, elle regardait ronfler et baver, et elle se sentit 11 rats. Tellement 11 rats. Pour la première fois, elle qui chaque nuit égorgeait des cochons dans ses cauchemars, elle substitua son Robert au gorille. Je suis toute émue par cette histoire encore. Alors en troisième temps, nous avons la battle de poésie. Peut-être que je peux te laisser Hervé nous dire l'origine, parce que c'est quelque chose que j'ai piqué à Hervé Léouet et Arnaud Le Goueflec, enfin qu'il a bien voulu nous prêter ici au Goéland. Ouais, en fait, c'est tout bête. Avec Arnaud Le Goueflec, contre Arnaud Le Goueflec, depuis 2 ans, je dispute des battles de poésie à Brest. Le principe, c'est que, en grande partie, nous improvisons des poèmes en alexandrin ou en octosyllabe sur des sujets qui nous sont imposés par un arbitre. Et on fait ça dans des cafés parce que comme ça, quand on réfléchit, les gens peuvent boire un coup. Et l'autre partie de la battle, ce sont de grands défis que nous nous lançons 3 semaines, 1 mois avant la battle. Alors des défis, par exemple, ça peut être commenter un match de foot en alexandrin, ou bien écrire une notice de montage Ikea façon Victor Hugo. T'avais pas fait aussi l'ascension de Sainte-Pastille ou un truc comme ça? Oui, l'ascension de Sainte-Pastille. L'idée, c'est d'avoir un intitulé rigolo pour écrire un poème, quoi. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous ai demandé, toi et JB, de vous échanger des défis. Oui. Et puis finalement, je les ai laissés se débrouiller. Donc ils vont nous dire comment ça s'est passé. C'est ça? Très mal. Alors moi, les 5... J'en ai vu 2 à faire, hein, mais les 5 sujets qui m'étaient proposés par cet ahuri, là, qui habite à Brest, c'est 1, coiffer la bigoudaine au poteau. 2, un lieu sous la mer. La mer, hein, pas la maman du papa. 3, broder sur le picot. Et entre parenthèses, il m'a rajouté, tu n'es pas obligé de faire dans la dentelle. Ce qui est malin. Après, il y avait un poème sur le gaillard d'avant, que j'ai pris immédiatement, et déclarer sa femme à la torche, que j'ai pris également. Alors comment on fait? On dit un chacun d'abord. Voilà. Bon, alors je commence par quoi? Le poème sur le gaillard d'avant. Son Alexandre, vous n'êtes pas obligé de raconter. Ah, oui. Ça, j'en ai vu des vagues et des tempêtes. Des paquets d'eau salée, des algues et des rochers. Milliards de goélands et milliards de mouettes. Ah oui, on peut le dire. Ah oui, ça, j'en ai chié. Ça rime, hein? Ça a rigolé. Heureusement, parfois, il y a des compensations. L'océan, tôt, à l'aube, miroir calme, plomb fondu. L'océan, tard, le soir, reflet de nos passions. L'océan éternel, sans lui, tout est foutu. Tous les terriens le croient et sont persuadés qu'on vit de longs moments de bonheur et de grâce, qu'on entend par grand vent et par fortes ondées les chants, cris, les appels, attirants et fugaces, de sirènes à poil, beuglant comme des veaux. Tout ça, c'est du pipeau. Poésie lamentable. Genre Homère et Hugo, c'est dire le niveau. Mais personne ne sait les moments agréables qui s'imposent à nous, grands marins solitaires. Des moments très secrets, ne concernant que nous, qu'on avoue avec peine, on préfère se taire. Leurs souvenirs radieux nous rendent tous très fous. Un jour, il faisait chaud et j'avais embauché un marin de passage, des œufs mais si musclés, que j'en fus retourné, conquis, ravi, touché, comme si je venais de prendre une raclée. Il était demi-nu, luisant et magnifique, à l'avant du bateau, cordage dans les mains, beau comme un Hercule, beau comme l'antique, beau comme un bel amour, bonheur sans lendemain. Ce jour-là, pas de pêche, ni chalut,
ni casier, puisque j'étais déjà pris dans un gros filet, lancé sans y penser par ce foutu sorcier, qui alors n'était pas un penseur maigrelet, mais un homme, un vrai, un mythe et une icône, plus qu'un amour possible, un exemple vivant de ce qu'est le sublime, et que Dieu me pardonne, un simple et fort marin, un vrai gaillard d'avant. Alors moi, les 5 sujets admirables que m'a transmis Jean Bernat, c'était le bulot se mal aimé, la Pentecôte doyenne des courses cyclistes, que cache le masque du goéland, un poème érotique ou gaillard de Charles de Gaulle, un poème de la marquise Adélaïde Louise d'Eckmühl de Bloqueville. Donc d'abord, j'ai pris le bulot se mal aimé. La dorade et le bulot. L'amour a quelquefois de curieux sentiments. Celle ou celui qu'il frappe de sa foudre est aussitôt plongé dans des tourments que le destin sait mal résoudre. En témoignait au fond de l'eau un bulot. On peut bien naître et vivre en coquillage, se prévaloir d'un corps en caoutchouc, aimer son toit plus qu'un nid d'acajou, se complaire en cet ermitage et, dans cette occasion, être cependant mu par un amour qu'on a conçu. L'amour est un objet à quoi tout cœur aspire. Pour le dire en un mot, notre bulot soupire. S'étant entiché d'un poisson, il raisonna qu'une chanson pourrait bien justement charmer cette dorade et s'empressa de lui donner l'aubade en y mêlant quelques sanglots. Mais qu'est-ce que le chant d'un animal timide? Et qu'est-ce qu'un sanglot dans une mer humide? Ce minuscule Roméo eût aussi bien pu chanter dans le vide. Il n'obtint d'autre résultat qu'importuner l'huître du voisinage. Et c'est en vain qu'un bulot s'enroua, car s'éloignant de ce rivage, la dorade partit et ne revint jamais. Lors, un pêcheur à pied, raffolant de ce mets, sous le coin d'un rocher débusque le mollusque, ayant auparavant récolté de ses mains un grand nombre de ses cousins. De retour au logis, il y dresse la table, s'active devant son fourneau, débouche du bon vin pour se changer de l'eau, et savoure en gourmet le héros de la fable. On voit qu'on est aimé de toute autre façon que l'on s'imaginait dans son adolescence. Pour n'épouser aucun poisson, tel amoureux finit dans une panse. C'est mieux que La Fontaine. Bon, le deuxième truc, c'était déclarer sa flamme à la torche. Vous connaissez tous la torche. À Saint-Gué, le matin, quand le vent se déchaîne, le Pékin se lamente et se calfeutre à fond. Le bigoudin se cache, s'en va la bigoudaine. Le goéland se tait, quelquefois se morfond. Mais il est un humain moins trouillard, qui s'en réjouit à fond de ce pandémonium, qui s'en frotte les mains, qui le voit rigola, entonnant aussi sec un furieux tédéum. Cet être est un surfeur. Particularité, il aime les Beach Boys et n'a pas la pétoche. Plus les vagues sont grosses, plus ça leur rend péter, et tout ça dans un spot qui se nomme La Torche. Oui, je sais, alors bon, les verres, de temps en temps, on fait ce qu'on peut. Hein.
Pas de feu, pas de flamme, juste un tas de rouleaux gigantesques glacés, tortueux, dangereux, Himalaya salé, constellés de bulots, de méduses en gelée, de cordes macareux, de noyers oubliés et de bugalettes braises, de slips abandonnés, de soutifs déchirés. Bref, pour être surfeur, pour être balèze, il faut savoir nager dans des flots bigarrés où s'entassent des algues, en général bien vertes, du plastique en pagaille et des préservatifs, quelquefois des requins, perdus, la gueule ouverte et l'aileron tranchant, qu'on reste admiratif, car il faut admirer ces êtres d'exception qui frôlent le sublime, que ce soit en kitesurf, sur leurs planches acérées en pleine exhibition, tirées par le zéphyr quand ils font du windsurf. Ce sont des dieux, des mythes, de merveilleux surhommes, des génies indomptés, au mental amphibie, Neptune conquérant, vociférant rogome, muscles et crinières au vent, et l'agoraphobie chevillée à leur corps, luisant et lumineux. En revanche, il se dit que dans leur beau cerveau, il y a un petit pois, ou du flanc cotonneux, qui les rend aussi bêtes que de très jeunes veaux. C'est pas vrai. C'est honteux, ce sont des racontards. La torche est un creuset où chauffe un intellect plus rapide et zélé qu'un moderne autocar dont le Pékin lambda se repaît, se délecte. Donc j'ai répondu à la question que cache le masque du goéland. J'ai un peu copié sur Alfred de Vigny puisque mon poème s'intitule La mort du loup. L'Amérique est un songe au bout de la jetée que sépare de nous une mer agitée. Ici le gratte-ciel et le phare d'Eckmühl, et j'avais eu raison de me prévoir un pull. Ayant une question particulière en tête qui, comme je le crois, n'était pas indiscrète, je marchais lentement dans le bourg de Pinmar afin de m'enquérir d'un auteur de polar. Un panneau sur un mur m'indiquait une salle. C'est ici le repère où l'écrivain s'installe et parmi ses égaux, étoile au firmament, sublime de pudeur, dédicace un roman. Je fis un pas encore et je franchis la porte. Là se tenait un bal d'une céleste sorte. Il se donnait, muet, dans ces vastes cerveaux qui savent composer des ouvrages nouveaux. Et sur une impulsion, dans le profond silence, parfois dodelinait une tête qui pense. Celui que je cherchais ne dormait qu'à demi, sachant que peut surgir le lecteur, son ami. Il a positionné sur le bord de la table le roman policier dont il est le coupable. Je pense à la teneur de ma simple question, cependant que j'opère une génuflexion. Puis, sans prendre le temps d'en faire davantage, d'un ton ferme et courtois, me lance à l'abordage. Avant de dévorer votre nouvel opus, j'aimerais sur un point en savoir un peu plus. Quel est, en résumé, ce que l'auteur doit vivre avant d'imaginer un conte dans un livre? Que songe-t-il à dire et que veut-il masquer? Qu'aperçoit-on de lui dans l'œuvre à critiquer qui se puisse en divers mettre dans un poème? Il me regarde et dit « Vous le prenez quand même ?» Et, posant sur sa paume un mufle d'écrivain, il pousse pour lui-même un grognement divin. Hélas, ai-je pensé, bien qu'on lise des sommes, que j'ai honte de nous, stupides que nous sommes. S'il faut ou non dépeindre un être en quelques mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Pour l'indomptable loup que l'on a mis sous presse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage créateur, et ton beau grognement m'est allé jusqu'au cœur.
Il disait « Mon enfant, si tu veux que j'écrive d'une plume à la fois studieuse et pensive, une suite enivrante à l'opus précité, ne quitte pas ce lieu sans l'avoir acheté. Rien n'est plus effrayant que le talent qu'on gâche. On peut le déchiffrer sans périr à la tâche. À cette œuvre le sort a voulu t'appeler. Ouvre-le, puis après, songe et lis sans parler. » Battle de poésie donc, que font régulièrement à Brest Arnaud Le Boulet-Fleck et Hervé Léouet, vous pouvez les trouver sur Vimeo et YouTube. Voilà, et c'est aussi bien que ça. Donc, n'hésitez pas, vous tapez Battle de poésie et Léouet. Alors, battle, ça s'écrit B-A-2-T-E-U-L-E. Of course. Merci. Voilà, déjà que quelques contraintes ont été brillamment observées. Un morceau Maus maintenant, le roman interactif à la manière Papou, que j'ai rebaptisé pour essayer de ne pas trop faire copiage, mais enfin quand même, nouvelle enchaînée. Vous en connaissez le principe. Je vous le rappelle quand même, ça fait toujours du bien de rappeler les fondamentaux. Le premier contributeur met en place l'intrigue, les personnages, les lieux, l'époque, tout ça. Il impose un mode narratif et un style que les suivants devront respecter, tout en apportant leur touche personnelle, bien sûr. L'initiateur, ce sera Marc Villard, aura également parsemé son récit de divers motifs qui seront des prétextes à récurrence. Et donc les suivants pourront développer ces motifs, les amplifier, les compléter, voire les prendre à contre-pied. Il y aura 3 chapitres dans le roman interactif du jour, la nouvelle enchaînée du jour. Chaque chapitre, les 2 premiers chapitres se concluront par, à ce moment-là du récit, 3 possibilités dont les narrateurs vous expliqueront un peu les 3 possibilités, et le suivant aura choisi dans ces 3 possibilités. D'ailleurs, vous en rendrez compte, ça apparaîtra dans son récit. Le dernier, donc ce sera Yvon en 2e, et le 3e à qui reviendra le mérite de conclure, si possible, avec une chute, donc ce sera Hervé et Léouet. J'ai demandé à chacun de donner un titre au chapitre. J'aurais dû aussi leur imposer le thème, carrément. Alors j'ai dit, bon, le voyage, ce serait le thème, car bon, peut-être pas une épopée, ni de réécrire l'Odyssée, quoique. J'aurais imposé aussi le nombre de caractères, espace compris, à la virgule près, et j'aurais imposé à chacun un mot par chapitre. Le thème de voyage, on sait que ça peut mal se passer des fois, donc je voulais quand même qu'il y ait un petit côté joyeux, enfin agréable. Donc j'ai imposé à Marc le mot radieux, à Yvon qui vient en 2e le verbe entrevoir. Les verbes, c'est parfois assez compliqué à caser, compliqué. Et Hervé, dont je connais la fantaisie, non que les autres ne fussent pas fantaisistes, mais je savais qu'il pouvait l'être un peu plus encore que les autres, c'est vous dire. Je lui ai donné le mot bigoudi. Et voilà, je crois que j'ai donné toutes les contraintes, et à JB, j'ai demandé de conclure en chanson, enfin, de prolonger le roman interactif en chanson, et maintenant, je vous passe la main, et ça va se dérouler dans toute sa beauté narrative. C'est donc le premier chapitre, hein, comme vous l'avez compris. C'est un hommage à Nicoletta, qui ne nous a pas quittés d'ailleurs. Elle est toujours là. Et il fallait mettre un titre. Le titre, c'est « L'amour et le soleil, c'est pareil ». Ils m'ont collé au sous-sol de Leroy Merlin, avec les meubles de jardin, évidemment. J'ai beau avoir précisé au comité d'entreprise que j'étais un transat de salon, je passe ma vie entre les fauteuils à l'osier synthétique et les tables à lamelles que les fourmis affectionnent. Je suis dans un coin déserté par la nature humaine et jusqu'à vendredi, l'éclairage pourri me filait la dépression. Mais vendredi, ils ont... C'est un vrai bordel. Mais vendredi, ils ont réparé les néons et j'ai pu contempler mes amis de fortune. Et là, j'ai eu un choc. Des transats japonais en bayadère jaune et vert. On croit rêver. Plus personne ne met du bayadère sur les transats depuis les années 70. J'en ai marre de survivre entouré par des ringards sans volonté esthétique. En plus,
Il coupe le chauffage et ça caille un max. Devant ma mine défaite, Momo, le manutentionnaire, me glisse parfois un coussin. Un peu de chaleur dans ce monde cruel, c'est pas de refus. Nous sommes lundi et c'est le jour des Allemands. Je ne sais pas pourquoi, mais les frisés débarquent toujours en début de semaine avec leur boîte de bière. Ils font « Ha! Baissez une transat !» et se l'échoirent sur mon bide en me poussant des cris de contentement. Celui d'aujourd'hui a déjà pété 3 fois en 10 secondes et il appelle maintenant son fils, qui parade, en culotte de peau avec un martinet clouté à la main. Mais les plus pénibles, ce sont les gros. Ils veulent toujours qu'on leur scie les accoudoirs, car ils n'arrivent jamais à passer entre les deux. Et si la toile se déchire, on a une assurance? Moi, dès ce soir, j'en parle au syndicat. Je veux partir au soleil. Tant qu'à passer pour un transat de jardin, autant jouer le coup à fond. Le problème, c'est les tables basses en rotin. Elles veulent aussi dégager sur la côte. Chienne. J'adhère depuis 10 ans à mon syndicat de merde, et maintenant je veux un retour sur cotisation. J'en ai marre des transats de chochottes, de tectonards qui font la loi dans la région marseillaise, avec des armatures en bois des îles et des toiles cousues à la main. Le meuble de jardin à 2 vitesses a fait chier. Macron démission. Au début, j'avais de l'espoir. Je me disais que les Parisiennes affriolantes allaient s'avachir sur ma toile. Des filles pas farouches, qui se laisseraient lutiner par des rustos encore branchés sur les halles et la soupe à l'oignon. Le genre, alors poulette, si on jouait à la bête à 2 dos, je connais un transat chez le roi qui a tendance à m'exciter. Ce genre-là. Ou bien des femmes langoureuses qui s'ennuient en banlieue et qui montent à Paris pour faire les folles le vendredi, quand tous les acheteurs pensent déjà aux joies du week-end. J'avais en tête des filles exotiques qui dénoueraient leur paréo pour se lever telles des chattes sur mon chez-moi. Mais non. Du coup, j'ai passé la vitesse supérieure et j'ai chopé le catalogue de la boîte. Et c'est écrit très proprement en page 3. Ils ouvrent un nouveau magasin du côté de Marseille, à 2 pas des Calanques. Moi, ma préférée, c'est les Goudes. Je vais remplir tous les papiers au syndicat et demander une mutation vers le sud. Je peux dire que ma toile de salon a tendance à moisir sur les 15 degrés, ou que quand j'éternue, c'est mauvais pour mon armature en plaqué chêne que le magasin entier m'envie. Mais je ne dirai pas la raison profonde qui me motive. Moi, ce que j'attends dans la fébrilité, c'est le soleil caressant ma toile en coton, couleur feuille d'automne qui souffre de l'air raréfié du sous-sol. Mais surtout, j'attends les cagoles radieuses qui viendront se trémousser et frotteront leurs merveilleuses fesses, je leur dis leurs merveilleuses fesses contre moi. C'est un moment important du texte, je sais pas ce que je... Oh Dieu, merci pour l'été qui s'annonce et pour tout ce sexe à portée d'accoudoir. Je les plume déjà, les gamines de 18 printemps, dans leur string encore humide d'une station dans la flotte. Je les entends débiter des monceaux de conneries lus sur les réseaux sociaux. Mais mon moment préféré, je le pressens déjà, sera celui où, pour bronzer intégral, elles jetteront leur soutien-gorge à leurs fans prépubères et presseront mon visage extatique, leurs seins vifs et bronzés. Laissez venir à moi toutes ces chairs salées qui me vengeront de 2 années de cachot au sous-sol des halles. Mais attention, je n'ai rien contre les femmes madrées, aux abords de la quarantaine, qui timidement baisseront leurs bretelles de maillot en feuilletant d'un doigt négligent le dernier Guillaume Musso. Je ne raconterai pas tout ça au syndicat, mais c'est l'idée, si vous voyez. Alors maintenant, nous avons 3 solutions, 3 possibilités plutôt. La première, Momo, le vendeur des meubles de jardin, vient prévenir le transat que le rayon est déplacé à Charleville-Mézières. Seconde solution, le fabricant de la ligne de jardin a décidé de changer toutes les toiles de transat et de les remplacer par un matériau synthétique rouge aqua vert. Troisième solution, le lot entier vient d'être acheté par le prince Mustapha Al-Khelaifi d'Arabie Saoudite, dont l'avion décolle le soir même. Très bien, bon, donc moi j'ai reçu ça. Alors j'ai écrit un texte dont le titre est « Le cendrier des Ardennes ». Mais voilà, le bonheur d'un départ au soleil s'est envolé d'un coup. Momo est descendu au sous-sol, nous annonçait notre mutation à Charleville-Mézières, comme de vulgaires fonctionnaires. La moitié des salons de jardin rejoignaient les Ardennes. J'ai tenté d'alerter le syndicat, mais les transats japonais m'avaient précédé, et les délégués n'en pouvaient plus, avaient déserté le front social. La nuit était terrible.
Des sanglots succédaient au ce n'est qu'un au revoir mes frères, chantés par des voix étranglées de chagrin. Une chilienne en acacia hépatique que je détestais, tant elle posait sur le monde un regard méprisant, a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant sur un broyeur de jardin. Heureusement qu'il n'était pas branché. J'ai essayé de me rassurer en imaginant qu'une ado moins acnéique que la moyenne allait exiger de ses parents de m'acquérir afin qu'elle délaisse son smartphone au profit des œuvres complètes de Rimbaud. On n'allait pas à Charleville par hasard. Mais la poisse m'engluait. J'allais à tous les coups me retrouver sous le derrière d'un Ardennais plus proche du sanglier que de la jouvencelle. Mon moral était au plus bas. Quand au petit matin on nous a chargés dans un semi-remorque, nul n'a protesté. Seule une table en teck a esquissé une rebuffade et frappé un déménageur à l'arcade. Le costaud furieux l'a balancé au fond du bahut. Il s'en est fallu peu qu'elle ne perde un pied. Nous étions serrés les uns contre les autres, et je pouvais entrevoir, au bout de la route, par l'interstice de la bâche déchirée. Il pleuvait, mais il pleut toujours quand on roule vers Charleville. On filait sur la 4, et déjà je regrettais les halles. Les Japonais fanfaronnaient parce que waterproof, et le climat des Ardennes l'exige. Une imitation de fauteuil Voltaire, bois reconstitué, étoile cirée à fleurs m'a soufflé. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Tu parles à un philosophe. Le camion a quitté l'autoroute. On approchait de midi et il devait connaître un petit routier dans le coin. Ça roulait moins vite, mais les virages étaient plus serrés. Nous étions projetés les uns contre les autres. Soudain, le chauffeur a piné. La remorque a dérapé et nous avons été précipités dans le décor et de la casse. Dans un premier temps, le silence a régné, un silence de stupeur. Puis un transat s'est plaint d'un bras cassé. Une chaise longue m'était tombée dessus, mais j'étais indemne. La première pensée qui m'est venue, c'est que merde, j'étais un meuble. Et un meuble, c'est fait pour être posé quelque part, pas pour voyager. Je suis fait pour les siestes tranquilles, pour les longues séances de lecture au coin du feu. Les portes n'avaient pas trop souffert, elles se sont ouvertes facilement. Des témoins de l'accident se sont précipités et ont dévalisé tout ce qu'ils ont pu avant l'arrivée des gendarmes. J'ai vu mes voisines du magasin des Halles être embarquées sur le toit d'une Peugeot par un couple au-dessus de tout soupçon. Des transats se sont retrouvés planqués sous une demi-tonne de foin dans un hangar à moins de 500 mètres. Mais je suis lourd, très lourd, et personne ne s'est avisé de me jucher sur ses épaules. Après 8 jours dans un entrepôt humide, j'ai fini dans une brocante. À mon âge, j'étais en train de cendrier de la fonderie Cochot et un divan prétentieux en velours grenat qui avait, disait-il, servi les plus grands psychanalystes du Champenois. Il se trouve que je les connais, ces types-là. Ils s'appellent Mouette et Chandon, Dom Pérignon. Lui, ça n'a pas fait rire, mon collègue. Plus tard, au milieu de la nuit, il m'a demandé si j'étais freudien ou lacanien. J'ai fait semblant de dormir. Ici, la clientèle était composée d'anglais ou de hollandais. Je me suis pris à rêver qu'une solide batave tomberait sous mon charme et que je finirais mes jours à Amsterdam, entre coffee shop et tulipe, à regarder l'Ajax fouetter peigner au Feyenoord. Le cendrier avait servi à Reims en ces temps mythiques où Copain envoûtait les stades. Il nous racontait cela comme une formidable épopée. Alors pourquoi pas moi? Tout plutôt que cette horrible boutique. Le clocheton de l'entrée a retenti. Un homme aux cheveux hirsutes s'est arrêté devant moi. Il a dit au brocanteur qu'il était artiste et préparait une installation qui allait révolutionner l'art contemporain. Alors là, j'ai envoyé 3 propositions, oui. Alors, cet artiste envisage de catapulter les canapés pour les 80 ans de la mort de Freud. On peut les enflammer aussi, ça fait joli, mais j'ai peur. Ou alors l'artiste utilise ce même canapé dans un décor de happening. Ou alors, il achète tout le magasin pour le prince Mustapha El-Khelaifi d'Arabie Saoudite, dont l'avion décolle le soir même. Alors le 3e chapitre s'intitule « Balance ton psy ». Art contemporain, mon cul. Le bonhomme veut nous catapulter sur la place de son village natal. Moi et des dizaines d'autres, canapés, banquettes, transats ou même simples fauteuils. Tout ce sur quoi on peut s'asseoir en somme. Il a une prédilection pour le divan, mais il s'exprime aussi dans le sofa ou la chaise longue, l'ordure. Nous sommes destinés à nous écraser devant la mairie. Une immense machine moyenâgeuse a été dressée dans la grande rue. Elle doit se mettre en action le jour anniversaire de la mort de Freud. Aujourd'hui, maintenant. Le type est diplômé des Beaux-Arts, pas moyen de porter plainte. La Fondation pour l'expression du refoulé chez les enfants du pays cofinance le projet. Il a décidé de questionner l'art et la psychanalyse en bousillant du mobilier le Michel-Ange local et ses bibis qu'on explose.
Et qu'est-ce qui légitime tout ça? Son père était maire. Je vais crever à cause d'un calembour subventionné. Ah, je le regrette, mon sous-sol de Leroy Merlin. Et ces fichus japonais, ce sont eux qu'on devrait installer dans la catapulte et balancer sur le parvis. Ils ont la vocation kamikaze, non? C'est marqué dans tous les bouquins. Pas moi. Moi, j'ai la vocation marseillaise, les calanques, le sud, les fesses bronzées. Ça commence, bon Dieu, ça commence. Je lègue ma toile ou le peu qu'il en restera à n'importe quelle fille qui veut s'en faire un pagne. On hisse un divan sur l'engin dans le réceptacle. Pauvre vieux, quel frein atroce. Ça y est, il s'écrase. Tout ça ne dure pas plus d'un instant. Et les spectateurs qui applaudissent le massacre. Je vois d'ici l'article demain dans le quotidien local. Un siège particulièrement réussi. Plus de 30 fauteuils et canapés ont été pulvérisés hier à l'occasion du siège de la mairie. Le performeur se déclare satisfait. Tout le monde devrait pouvoir faire la même chose, mais je suis conscient du privilège de l'artiste à qui revient de pointer symboliquement du doigt certaines failles de la condition humaine et certains aspects du monde qui nous entoure. Ça sera quelque chose dans ce goût-là. On connaît la chanson. Quand je pense que pas loin d'ici, Rimbaud écrivait des poèmes, j'ai toujours aimé les voyelles, A noir, E blanc, I rouge. On peut dire que j'aurais fait un sacré bout de chemin, même si ce n'est pas celui que j'espérais. A Marseille, E le roi Merlin, U la vieille brocante, bon Dieu je débloque, c'est le stress. A une cagole, E un cendrier. Quand je me sentais mal au sous-sol, je fredonnais n'importe quoi pour me changer les idées. Ça ne va plus tarder maintenant. Ils ont déjà catapulté cette méridienne qui datait de Mathusalem. Une chanson? A, les feuilles mortes, E, la danse des canards, U, Strangers in the Night, Johnny B. Good, I. Mon tour, c'est mon tour. Demain me soulève et me renverse dans l'espèce de cuillère géante. Ils verront comment c'est mourir un transat à l'armature plaqué chaîne. J'entends le ressort qui grince. On remonte le mécanisme. Je devine le public, je le surplombe, je les vois, je vois leur visage avide de contempler le sacrifice d'un meuble. Attention, banzai! Un siège très réussi. Près de 30 fauteuils et canapés, certains neufs, ont été pulvérisés hier à l'occasion du siège de la mairie. Le performeur déclare « Tout le monde devrait pouvoir faire la même chose, ça soulage ». Mais symboliquement, c'est le rôle de l'artiste de n'être pas tout le monde en étant capable de comprendre ce qu'il serait utile à tout le monde de faire si tout le monde pouvait être un artiste. Je suis conscient de mon privilège et j'essaye de rester humble devant la beauté qui nous entoure. D'après nos informations, le prince Mustapha Al-Khelaifi d'Arabie Saoudite s'est porté acquéreur des débris. Le montant de la transaction est tenu secret. Le prince est un mécène bien connu, actuellement de passage en France. Il s'est contenté de rappeler, via son service de communication sur Twitter, que le soir même, son avion décollait. La chanson. Oui, mais bon, oui. Attendez-vous au pire. Attendez-vous. Comme c'est Marc Villard qui a commencé ce merveilleux texte en 3 parties, c'est normal que ce soit un Villard qui termine, mais Hervé Villard. Donc, comme je vois quand même la moyenne d'âge de l'assistance, je pense que tout le monde va connaître la chanson. Et m'aider à la chanter parce que, oui, c'est dur. Je n'irai plus jamais dans un endroit que j'aime, où des femmes alanguies se posent enfin sur moi, après le roi Merlin et ses sous-sols si blêmes, après le roi Merlin, moi, le transgrate en bois. Marseille, c'est fini.
et dire que les Japonais iront là-bas un jour. Marseille, c'est fini. Avec les cagoles, je ne vivrai pas d'amour. Marseille, c'est fini. Le bronze et intégral, ça ne sera jamais pour moi. Marseille, c'est fini. L'été dans les calanques, je ne vivrai pas ça. Et c'est à Charleville, Rimbaud et ses voyelles qu'on m'a rangé enfin pour frimer les donzelles. Là-haut, dans les frimas, où il gèle en été, il fait tellement de la glace, j'en ai la toile glacée à passer. Charleville, oui ça craint, c'est pas là que je vais connaître enfin l'amour. Charleville, oui ça craint, je vais rester seul dans un placard tous les jours. Et Rimbaud, je m'en fous qu'il reste pas sérieux avec ses 17 ans. Ses voyelles, je les mets au trou. Et la poésie, je les rentre aussi dedans. Là, c'est un peu bon, enfin... c'est Hervé Villard. Et voilà un artiste, un Jeff Koons de bazar, qui nous fait tous sauter et nous entasse en vrac. Si c'est ça l'art nouveau, je trouve ça ringard. Si c'est ça l'art nouveau, je mords pour une arnaque. Catapulte, c'est la mort. C'est la fin du transat, c'est la fin de l'amour. Catapulte, c'est la mort, et tout le monde me regrettera un jour. Le transat, c'est l'amour, là, c'est bien bon. Qui s'en va, c'est fini, et s'en va pour toujours. Le transat, c'est l'amour, et nul besoin de faire encore un long discours. Le transat, c'est l'amour. Le transat, c'est l'amour. Alors qu'est-ce qui baisse? Le transat, c'est l'amour. Je m'excuse. On ne peut pas finir plus en beauté que ça. On ne peut pas finir plus en beauté que ça, n'est-ce pas? Alors, Oui, on a dépassé. Yvon Coquille, Hervé Levesque, Marie Villard, Thomas Marquet.